célébration de la journée internationale des enfants de la rue. Environ 30 millions vivent en Afrique. En Côte d'Ivoire, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Comment va se dérouler la sensibilisation? Des précisions dans quelques instants. Enfin, les Émirats arabes unis, bon élève de la lutte contre la pollution de l'environnement. Abu Dhabi crée une ville qui ne dégage pas de gaz à effet de serre. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue. 26 novembre 2015, une journée pour dire aux enfants de la rue qu'ils ne sont pas seuls au monde. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 120 millions d'enfants au monde vivent dans la rue et environ 30 millions en Afrique. La plupart vivent dans la précarité, la violence ou subissent des sévices sexuels. Un sujet plus heureux à présent. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut initier les écoliers et élèves à l'entrepreneuriat. La ministre Kandia Camara a ainsi procédé hier au lancement de la formation des accompagnateurs relais. Ces derniers vont à leur tour guider les personnes en charge de l'encadrement des écoliers et élèves dans toutes les étapes de démarrage de leur projet. La culture entrepreneuriale désormais enseignée à l'école, c'est une initiative du gouvernement ivoirien. Elle vise à donner le goût de l'entrepreneuriat aux élèves dès le préscolaire afin de leur assurer leur autonomie une fois sortis du circuit des études. Pour réussir ce projet, une formation des accompagnateurs relais est initiée. L'accompagnateur relais, c'est celui qui va former l'accompagnateur de classe. Il y a des écoles préscolaires, il y a des écoles primaires, et il y a des écoles secondaires. La première activité, ça sera l'élaboration, la conception et la mise en œuvre des projets. Nous allons apprendre aux enfants comment élaborer un projet, comment mettre en œuvre ce projet dans ses différentes composantes. L'expertise canadienne est sollicitée pour la formation des accompagnateurs relais. Nous, on fournit un accompagnement pour amener les professeurs à apprendre comment enseigner cette approche pédagogique canadienne qu'on appelle l'approche en entrepreneuriat conscient. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soutient que ce projet s'inscrit dans la vision de l'Ivoirien nouveau prônée par le président de la République Alassane Ouattara. L'introduction de l'entrepreneuriat dans notre système éducatif est une option claire que nous avons choisie sur instruction diligente de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la perspective de l'émergence, veut justement démocratiser l'emploi en donnant à chaque Ivoirien les moyens d'y accéder selon ses aptitudes et son génie le plus intime. Pour cette première session, ce sont 32 accompagnateurs relais qui bénéficient de cette formation. Ils vont à leur tour former 1050 accompagnateurs pour les 150 écoles pilotes. C'était un reportage de Herman Niamia. Dans l'actualité nationale également, le lancement hier de la campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette opération initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va prendre fin le 10 décembre prochain. Comment alors va se dérouler la sensibilisation? Où et comment se tiendront les activités? Regardez. Hier encore, je recevais un courrier d'une maman dénonçant un viol sur sa fille de 5 ans, dont l'auteur serait un jeune mécanicien de 38 ans. Il est donc grand temps que toutes les formes de violence soient bannies, car l'harmonie de la famille est brisée par cette pratique honteuse, humiliante, rétrograde et parfois même dégradante aux conséquences toujours désastreuse. Comment mettre fin à ces violences? Depuis le 25 novembre, une vaste campagne de sensibilisation est lancée. Marches, conférences et autres rencontres sont menées pour dire non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Pour nous, c'est pas bien d'aller dans les bureaux, de nous retrouver dans des salles pour nous asseoir et parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une lutte normalement qui sollicite la participation de tout le monde. Et nous voulons leur lancer donc un appel
par nos messages qui sont sur les banderoles, mais que nous portons aussi sur les t-shirts. Abidjan, Bouaké, Gagnoua et Korogo, des villes choisies pour mener la sensibilisation afin de dénoncer et punir les coupables de violences. 16 jours d'activisme pour faire changer les mentalités. À partir du moment où on sensibilise à ne pas violenter ces catégories de personnes-là, et que par la suite les acteurs politiques prennent en compte les mesures qui sont prises et que le citoyen lui aussi les applique, je pense que la société ne peut que mieux se porter. Cette sensibilisation, cette lutte va permettre disons, organiser cette société et puis permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir mieux se responsabiliser. Pour la circonstance, la couleur orange a été choisie pour symboliser un avenir meilleur, sans violence à l'encontre des femmes et témoigner de la solidarité envers celles ou ceux qui en sont victimes. Nous retrouvions Herman Niamien. Un drame dans la commune de Yopougon. Un pont traditionnel a cédé sous la pression des eaux de pluie dans le quartier Maroc le 21 novembre dernier. Bilan, 3 morts et une dizaine de blessés. Les détails avec Koné Pargassoro. Abdourahman, âgé de 20 ans, habite le quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Électricien en bâtiment, il est cloué au lit depuis 5 jours, contrairement à ses habitudes. Le jeune homme souffre de nombreuses blessures. Il fait partie des victimes de l'effondrement du pont de fortune installé dans le quartier. J'étais descendu du boulot et je me dirigeais vers chez moi, rentrer à la maison. Maintenant, j'ai eu à passer sur le pont. Maintenant, devant moi, il y avait une jeune fille avec une vieille. Comme elle marchait lentement, donc je marchais à l'air. Donc, tout soudainement, je vois le pont s'écroule. Et je me suis retrouvé dans l'eau. J'ai essayé de me débattre pour sortir. Dame Logossan, mariée et mère de 4 enfants, est aussi mal en point. La journée du samedi 21 novembre reste un mauvais souvenir pour elle. J'ai quitté au marché, il pleuvait, il voulait venir à la maison à côté des enfants. C'est là que j'ai traversé le pont là. Quand j'ai fini de traverser le pont là, j'ai croisé la vieille là qui descendait dans Woro Woro. C'est ça, il m'a dit, ma fille, il faut m'aider. J'ai traversé. C'est là au milieu des ponts là, arrivé là-bas, derrière là, c'est soulevé. C'est là on a descendu dans l'eau. Et puis l'eau l'a parti avec nous. Selon les victimes et les témoins présents sur les lieux du drame, la 3e victime serait restée sous les eaux. Elle aurait été retrouvée morte 2 jours plus tard. La vieille là m'a dépassé, il ne pouvait pas l'attraper. C'est lundi, les gens de 16e là sont venus me chercher, qu'ils ont trouvé un corps à un coin là-bas, qu'ils d'aller confirmer si c'est la vieille là. C'est là on est parti, j'ai dit c'est la vieille là. Hier, les policiers nous ont appelés, on nous a montré réellement le pain qui était sur la femme. On a trouvé c'est le même pain, c'est la même femme. Mais nous, on ne savait pas qu'elle était morte. C'est hier, c'est les policiers qui nous ont dit c'est elle. Les autorités municipales, tout en déplorant ce drame, disent ne pas être informées officiellement de ce décès. Nous, mairie, aucune population n'est venue nous dire qu'on a retrouvé un corps dans le canal dont les eaux se déversent dans la lagune. Le directeur technique de la mairie de Yopougon rassure les populations quant à la livraison du nouveau pont dans un bref délai. Pratiquement les travaux sont achevés. Le chantier sera ouvert au public au plus tard le 5 décembre. La fin des travaux est prévue pour le 5 décembre prochain selon les responsables de la mairie. Les populations du quartier Maroc de Yopougon sont tout de même inquiètes en traversant la parcelle aménagée pour elles par l'entreprise en charge de la construction du pont. Encore des violences perpétrées par Boko Haram. 18 personnes ont été tuées et 11 autres blessées par des membres du groupe islamiste dans un village situé dans le sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria. En France, des mesures exceptionnelles de sécurité pour assurer le bon déroulement de la conférence des Nations Unies sur le climat. Plus de 11 000 policiers et gendarmes ont été déployés. Rappelons que 147 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à la COP 21. Et toujours concernant l'environnement, sachez que les Émirats arabes unis veulent promouvoir l'énergie verte. Et pour atteindre cet objectif, le pays a construit en 2007 la ville de Madar City.
Aux Émirats, le pétrole est roi. L'empreinte carbone par habitant est l'une des plus élevées au monde. Mais les autorités veulent anticiper sur la chute de leurs principales ressources. Elles ont lancé il y a 10 ans le projet Masdar pour la promotion des énergies renouvelables. Au milieu des panneaux solaires, Nicolas Calvet développe par exemple de nouvelles techniques de conservation d'énergie. Donc actuellement, nous avons un projet avec une start-up de Norvège qui s'appelle Energy Nest et nous testons pour la première fois au Moyen-Orient un système de stockage qui utilise un béton spécial qui permet de stocker l'énergie thermique jusqu'à 400 degrés. Les Émirats disposent de près de 6% des réserves d'or noir au monde et de 3% des réserves de gaz. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils livreraient leur dernière cargaison en 2050. Et grâce au projet Masdar, ils cherchent par exemple à faire baisser leur dépendance au gaz dans leur production d'énergie de 90 à 70% en 2020. Les Émirats sont devenus le seul pays de l'OPEP qui non seulement exporte du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables avec nos projets d'éoliennes à Londres ou du Gema Solar en Espagne. Le projet Masdar comprend un institut de recherche, une cité écologique en construction, mais sert aussi à investir dans des projets partout dans le monde. Ces 5 dernières années, on parle de 840 millions de dollars de projets d'énergie renouvelable financés par les Émirats dans 25 pays. Masdar a déjà investi 600 millions de dollars dans la plus grande centrale solaire du monde, à l'ouest d'Abu Dhabi. Et les Émirats devraient investir 35 milliards de dollars d'ici 2020, dont 20 milliards dans la construction d'une centrale nucléaire. L'escalade diplomatique entre la Russie et la Turquie s'intensifie 2 jours après le crash d'un bombardier russe abattu par l'aviation turque à la frontière syrienne. Moscou veut aujourd'hui rapatrier ses ressortissants vivant en Turquie. Les autorités russes annoncent également des représailles économiques contre Ankara. Pour terminer, le calvaire des migrants haïtiens. Plusieurs dizaines en situation irrégulière sont expulsés tous les jours à Malpasse, frontière entre leur pays, Haïti, et la République dominicaine. Et depuis juin dernier, plus de 17 000 personnes sont arrivées en Haïti après l'expiration du plan d'enregistrement des étrangers mis en place par les autorités dominicaines. Malpasse, à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Point névralgique du commerce et du transport entre les deux pays, qui voit arriver depuis quelques mois un afflux de réfugiés haïtiens. Car ici, comme aux 4 autres postes frontières officiels du pays, ils sont expulsés par dizaines, presque quotidiennement. Ils ne veulent pas qu'on prenne quoi que ce soit. Je n'ai pu prendre que ces vêtements. Je parlais avec le passeur devant chez lui. Les gens d'immigration sont passés et ils m'ont embarqué. Le passeur a voulu me donner de l'argent, mais ils ont refusé. Ils m'ont emporté. Après une décision controversée voulant retirer aux enfants d'immigrés haïtiens leur citoyenneté dominicaine, le gouvernement leur a finalement permis de demander la naturalisation. Quant aux Haïtiens immigrés dans le pays, ils ont eu jusqu'au 17 juin dernier pour régulariser leur situation. Aujourd'hui, ils sont 35 à être expulsés, mais au total, ils sont près de 500 000 à risquer d'être renvoyés en Haïti. La majorité de ces expulsés laissent derrière eux leurs enfants, leurs conjoints. Ils séparent ces familles. En tant que militants des droits humains, nous considérons ça comme un crime contre l'humanité. Même si ces gens sont vulnérables et en situation difficile, ils sont avant tout des êtres humains. Plus au sud, au poste frontière d'Ansapitre, plus de 2500 expulsés s'entassent dans 6 camps de réfugiés. Les conditions de vie sommaires ont même poussé le gouvernement haïtien et des ONG locales à organiser des visites médicales. De retour à Malpasse, les nouveaux arrivants sont recensés au bureau de l'immigration. Mais la plupart d'entre eux n'ont nulle part où aller. Je ne sais pas où ils vont m'amener et ce qu'ils vont faire de moi. Ce sont eux qui savent. Après tout, ce sont eux qui m'ont expulsé. Après une élection présidentielle conduite dans le calme et marquée par une participation en hausse, le pays a fait un pas
vers la fin d'une longue crise politique. Mais pour le futur gouvernement, la question migratoire pourrait bien passer derrière les intérêts économiques que représente la République dominicaine. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à très bientôt sur RTI2.